Votre carte bancaire est refusée à la pompe à essence. C'est étrange. Vous venez d'être payé. Vous réessayez. Refusé. Vous sortez votre téléphone pour vérifier votre application bancaire. L'écran devient blanc. Juste blanc. Pas de message d'erreur. Pas de symbole de chargement. Rien. Vous essayez votre banque mobile. Écran blanc. Vous essayez de googler banque en panne. La barre de recherche apparaît mais rien ne se charge. Vous levez les yeux. Le type à la pompe d'à côté fixe son téléphone, tapote dessus comme s'il était cassé. La femme derrière vous crie dans le sien: Allô? Allô? Vous m'entendez? Vous l'entendez parfaitement. Mais de l'autre côté, seulement le silence. Vous rentrez chez vous. Peut-être 25 € d'essence dans le réservoir. Sur l'autoroute, vous voyez quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Des voitures ralentissent, mais ce n'est pas à cause du trafic. C'est parce que leur tableau de bord redémarre sans arrêt. Les écrans Tesla clignotent, les systèmes de navigation se figent en pleine direction. Une BMW garée sur le bas-côté, capot ouvert. Son propriétaire fixe un moteur qui fonctionne avec un logiciel auquel il ne peut plus accéder. Vous arrivez chez vous, vous essayez votre ordinateur portable. Pareil, le navigateur s'ouvre mais aucun site ne se charge. Pas de Facebook, pas d'email, pas de météo, pas d'actualité. Vous redémarrez le routeur, tous les voyants sont verts. Vous redémarrez l'ordinateur, rien ne change. Et c'est à ce moment-là que vous le remarquez. Le silence, aucun son de notification des téléphones dans la maison, pas de bip, pas de vibration, pas d'alerte. Vous sortez, votre voisin se tient dans son allée, tenant son téléphone vers le ciel, comme s'il mendiait un signal de Dieu. 3 maisons plus loin, quelqu'un pleure. C'est mercredi matin, 9h42. Internet n'est pas lent. Il n'est pas en panne dans votre région. Il a disparu. Tous les serveurs, toutes les dorsales, toutes les liaisons satellites, tous les câbles sous-marins. L'infrastructure mondiale de 30 ans s'est effondrée d'un coup. Pas d'avertissement, pas d'annonce, pas de compte à rebours. Un instant il existait, l'instant suivant, il n'existait plus. Et maintenant, dans cet espace entre l'existence et l'absence, vous allez découvrir quelque chose que vous ne vouliez jamais savoir. Vous n'êtes pas la personne que vous pensiez être. Vous êtes une coquille vide, un passager, un touriste dans votre propre vie. Et le guide vient de quitter. Ce n'est pas une question de survie. Vous avez de l'eau, vous avez des conserves, vous avez des piles, une lampe torche et tout ce que les blogs vous ont dit d'acheter. C'est quelque chose de pire, c'est réaliser que chaque compétence que vous pensiez avoir, chaque parcelle d'indépendance dont vous vous étiez convaincu, n'était en réalité qu'un effet secondaire d'avoir une très très bonne connexion Wi-Fi. Pendant les 30 prochains jours, vous allez vivre sans. Pas de Google, pas de GPS, pas de tutoriel, pas de cloud. Et au 10e jour, vous comprendrez pleinement le terme amnésie numérique. Parce que vous n'avez pas oublié comment être humain. Vous ne l'avez jamais appris. Bienvenue dans le mois le plus long de votre vie. Votre conjoint suggère un jeu de société. Vous ne vous souvenez pas de la dernière fois que vous en avez joué un. Vous trouvez Monopoly dans le placard, toujours emballé dans du plastique depuis 2011. Vous l'ouvrez. Les règles sont à l'intérieur, mais écrites dans cette police minuscule. Et à mi-chemin de la lecture, votre cerveau abandonne. Vous êtes habitué à ce que quelqu'un sur YouTube explique les règles en 8 minutes avec des horodatage. Ça ressemble à de la lecture du latin. Vous abandonnez et allumez la télé. Le câble fonctionne encore, en quelque sorte. Les chaînes locales diffusent, mais tout semble faux. Le présentateur continue de faire des pauses, comme s'il attendait un prompteur qui ne se met pas à jour. Les reporters sur le terrain n'ont aucun moyen de communiquer avec le studio, sauf des talkies-walkies des années 90 qu'ils ont sortis du dépôt. L'un d'eux tient une carte papier pointant des intersections, essayant d'expliquer où se trouve un incendie. Vous essayez de vous distraire. Vous ouvrez Netflix par pur réflexe. L'application se charge. Techniquement, elle est installée sur votre Smart TV, mais elle reste là avec un cercle qui tourne, incapable de se connecter au serveur Netflix. Vous essayez Hulu. Pareil, Disney+, pareil, votre enfant entre. Je peux jouer à Fortnite? Vous secouez la tête.
Internet est en panne. Il essaie quand même. Le jeu s'ouvre sur l'écran de lobby mais ne peut pas se connecter au matchmaking. Minecraft. Impossible de vérifier le compte. Jouer hors ligne. Il clique sur oui. Ça s'ouvre sur un monde vide. Pas de sauvegarde. Pas de costume. Pas d'amis. Juste des blocs. Il joue 4 minutes et abandonne. C'est ennuyeux, dit-il. Vous allez vous coucher tôt. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous êtes allongé dans le noir et vous le sentez. Une vibration. Vous attrapez le téléphone sur la table de nuit. Pas de notification. Vous le reposez. 2 minutes plus tard, encore. Une autre vibration fantôme. Votre cerveau envoie de faux signaux. 11 fois en 30 minutes. 11 fois votre système nerveux vous a menti. Vous éteignez complètement le téléphone et le jetez dans un tiroir. Mais même alors, vous le sentez toujours. C'est un sevrage, simple et net. Vous êtes accro. Le matin arrive avec un mal de tête, pas à cause du manque de sommeil, à cause de l'absence. Votre cerveau essaye de traiter un monde sans apport constant, et il échoue. Vous faites du café. Normalement, vous vérifiez les actualités pendant votre routine matinale. Café, téléphone, gros titres, météo, email, réseaux sociaux. 5 minutes qui façonnaient toute votre perception de la réalité. Maintenant, vous restez juste là, regardant le café couler. Le silence est si fort qu'il fait mal. Ce soir-là, votre voisin frappe à votre porte. Il tient une lampe torche, même si l'électricité est toujours allumée. Vous avez Internet? Vous secouez la tête. Personne ne l'a. Il hoche lentement la tête. Puis il pose la question à laquelle tout le monde pense, mais que personne ne veut dire à voix haute. Combien de temps les gens peuvent-ils tenir sans? Vous y pensez vraiment? Je ne sais pas. Je suppose que nous allons le découvrir. Il part. Vous verrouillez la porte. Vous vérifiez 2 fois. Vous n'aviez jamais fait ça avant. 3e jour, le vide du savoir. Vous vous réveillez au son d'une dispute. Votre conjoint et votre enfant. Quelque chose à propos des devoirs. Je ne peux pas le faire sans Internet, dit votre enfant. Votre enfant? Comment? Le devoir est en ligne. Le manuel est en ligne. Tout est en ligne. Vous vous souvenez que vous avez une encyclopédie. Vous l'avez achetée dans un vide-grenier il y a 3 ans. Vous sortez le volume 1. Révolution industrielle, dites-vous. 3 pages. Texte dense. Pas d'image. Votre enfant la regarde comme si vous leur aviez tendu une tablette de pierre. Vous passez la matinée à les aider à écrire. C'est lent, vraiment lent. Chaque fait doit être lu, compris, écrit à la main. Pas de copier-coller, pas de correction automatique. L'écriture de votre enfant est terrible parce qu'ils ont tout tapé depuis le CE2. Mais ils le font. Et quand c'est terminé, 3 pages d'écriture réelle, vous réalisez quelque chose. Ils ont appris plus en 2 heures avec cette encyclopédie qu'ils n'auraient appris en 20 minutes sur Wikipédia. Cet après-midi-là, votre machine à laver tombe en panne. Vous entendez le bruit d'en haut, un grincement métallique. Vous descendez au sous-sol. De l'eau s'accumule sur le sol. La machine tremble comme si elle était possédée. Vous l'éteignez. Vous la fixez. Normalement, vous chercheriez sur YouTube «réparer bruit de grincement machine à laver». 5 vidéos, 10 minutes, problème résolu. Mais il n'y a pas de YouTube. Vous ne savez même pas par où commencer. Vous appelez un réparateur. Il peut venir jeudi prochain. 6 jours où vous pourriez apprendre à la réparer vous-même. Vous y pensez. Vous allez à la bibliothèque. Oui, la bibliothèque est ouverte. Vous n'y êtes pas allé depuis 5 ans. C'est plus calme que dans vos souvenirs, mais c'est plein, des gens aux tables, lisant vraiment. Vous trouvez la section réparation domestique, 3 livres sur la réparation d'appareils. Le lendemain, vous retournez au sous-sol. Vous suivez le livre étape par étape. Tension de courroie, lisez-vous. Vérifiez les obstructions. Vous trouvez une chaussette coincée dans le tambour. Vous la retirez. Vous remontez tout. Vous testez. Ça marche. Vous l'avez réparé. Pas Google, pas une vidéo. Vous, avec un livre, avec effort, vous vous sentez absurdement fier. 5e jour, le choc d'approvisionnement. Vous vous réveillez avec une odeur, pas une bonne, de pourriture. La benne derrière le supermarché déborde. À l'intérieur, de la bonne nourriture emballée, scellée, datée, des blancs de poulet, du bœuf haché, des litres de lait, tous périmés.
Mais voici le truc, c'est seulement un jour après la date limite. Un jour, le réseau logistique ne s'est pas cassé, il a juste oublié où aller. À la maison, vous vérifiez votre frigo. Vous avez du lait qui expire demain, des œufs, du fromage, du pain, peut-être 4 jours de nourriture si vous étirez. Vous avez des conserves, des haricots, de la soupe, des légumes, peut-être une autre semaine. Après ça, vous devrez retourner au magasin. Et à chaque fois que vous y retournez, les étagères seront un peu plus vides. Vous passez devant la station-service. Il y a une file de 20 voitures. Le panneau des prix est éteint. Il y a une pancarte écrite à la main. 6 € le litre. Liquide uniquement. Limite 40 litres. 6 euros. C'était 1,50 € la semaine dernière. Il faut 40 minutes pour atteindre la pompe. Vous payez en liquide. Le pompiste dit pas vu de livraison de carburant depuis 3 jours. On a peut-être encore 2 jours dans les cuves souterraines. Ce soir-là, vous entendez des sirènes, beaucoup, des camions de pompiers, la police, des ambulances. Vous voulez vérifier Twitter? Impossible. 10 minutes plus tard, l'odeur de fumée dérive sur votre quartier. Épaisse, âcre, chimique. Quelque chose de grand brûle. Un incendie d'entrepôt. 3 bâtiments. Les pompiers interviennent, mais la communication a été difficile en raison de la panne Internet en cours. Traduction, ils combattent à l'aveugle. Vous allez à votre placard et sortez votre sac d'évacuation. Vous l'aviez préparé il y a 3 ans. Vous l'ouvrez. Lampe torche, batterie morte, kit de premier secours. La moitié des fournitures sont périmées. Radio d'urgence. La manivelle est coincée. Elle casse dans votre main. Votre sac d'évacuation est inutile. Pas parce que vous ne vous êtes pas préparé, mais parce que vous vous êtes préparé une fois, puis vous avez oublié. La préparation n'est pas une chose ponctuelle, c'est de la maintenance. 7e jour, l'isolement. Vous n'avez pas parlé à vos parents depuis une semaine. Vous ne pouvez pas leur envoyer d'email. Vous ne pouvez pas leur envoyer de SMS. Ne pas savoir est pire que n'importe quelle mauvaise nouvelle. Cet après-midi-là, vous voyez une affiche de personnes disparues agrafée à un poteau. Disparue, Sarah Chen, 34 ans, pas d'alerte Amber, pas de partage Facebook, juste du papier et de l'espoir. Vous voyez 3 autres affiches, des personnes différentes, toutes disparues, toutes depuis la panne. Votre enfant dit mes amis me manquent. Vous réalisez que votre enfant est seul, pas parce qu'ils sont seuls, mais parce qu'ils sont déconnectés. Tu veux faire du vélo? Demandez-vous. On pourrait aller chez Jérémy. Vous faites du vélo. Le soleil est dehors. Vous n'avez pas fait de vélo depuis 5 ans. Ça fait du bien. Quand vous arrivez chez Jérémy, il est dehors. Votre enfant le rejoint. Pas de coordination, pas de planification, juste 2 enfants qui jouent. 10e jour, le point de rupture. Le générateur tombe en panne. Vous tirez sur la corde si fort que vous manquez de vous déboîter l'épaule. Rien. Vous donnez un coup de pied au générateur. Vous pensez à Eugène, le vieil homme 3 rues plus loin. Vous conduisez chez lui. Il passe 15 minutes à l'examiner. Il a juste une petite vis. Le mélange au ralenti était trop pauvre. Le moteur rugit. Expérience. J'ai reconstruit un carburateur dans un trou de renard au Vietnam. On n'oublie pas. Sur le chemin du retour, ces mots tournent dans votre tête. On n'oublie pas, mais vous avez oublié ou vous n'avez jamais appris. Les compétences ne vivent pas dans les signés et les vidéos sauvegardées. Elles vivent dans la répétition, dans l'échec, dans des mains qui ont fait le travail tant de fois que le savoir devient réflexe. Vous rentrez chez vous et vous faites une nouvelle liste. Pas des choses à acheter, des choses à apprendre. 12e jour, la communauté. Vous voyez une affiche agrafée à un poteau téléphonique. Dessinée à la main. Réunion communautaire. Samedi, 14 heures. Ancien centre récréatif. Apportez vos compétences. Apportez l'espoir. Vous déchirez une des petites bandes avec l'adresse. Vous allez y aller. Le samedi arrive. Vous marchez jusqu'au centre récréatif. C'est à 1,5 km, mais votre voiture est à court d'essence et vous la gardez pour les urgences. Le parking est à moitié plein. À l'intérieur, il y a peut-être 50 personnes de tous âges. Vous reconnaissez quelques visages du quartier, mais la plupart sont des étrangers. Une femme se lève à l'avant. Elle a peut-être 50 ans. Cheveux gris, yeux gentils. Merci d'être venu, dit-elle. Je suis Linda. Je n'ai pas de plan. Je n'ai pas de réponse, mais je sais que nous ne pouvons pas faire ça seuls. Elle ouvre la parole. Les gens commencent à parler.
Un homme offre de la menuiserie. Une femme offre des cours de mise en conserve. Un adolescent propose d'enseigner le codage. Une infirmière offre une formation au premier secours. Un par un, les gens partagent ce qu'ils savent, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils sont prêts à échanger. Vous êtes assis là à écouter et vous sentez quelque chose changer. Ce n'est pas du désespoir, c'est de la coopération. Vous levez la main. Je peux, je suis bon avec les tableaux. Quelques personnes rient, pas méchamment, c'est juste absurde. Des tableaux. Mais ensuite, un gars au fond dit: on a besoin de quelqu'un pour organiser la distribution des fournitures, suivre qui a besoin de quoi. C'est ça les tableaux. Vous hochez la tête. Je peux faire ça. À la fin de la réunion, vous avez une liste de noms et d'adresses. Pas de numéro de téléphone, juste des emplacements. Cette semaine-là, vous créez un système de suivi des fournitures sur papier. Un registre. Nom, adresse, ressources, besoins. Ça vous prend des heures, votre écriture crampe, mais vous le terminez. Le samedi, vous l'apportez à la réunion. Les gens se pressent autour, impressionnés. C'est bien, dit Linda. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Vous organisez le premier échange. Un homme avec des conserves supplémentaires les échange contre du bois de chauffage d'une femme. Un mécanicien propose de réparer une voiture en échange de frais. C'est du troc, primitif, inefficace. Et ça marche. Les gens sourient, se serrent la main, s'entraident. Vous réalisez, c'est ce qu'Internet a remplacé. Pas seulement l'information, mais la communauté. L'algorithme vous a donné du contenu, mais il a pris la connexion. 15e jour, les fractures. Pas tout le monde ne s'en sort bien. La tension plane dans l'air. Vous êtes dans la file à la station-service quand ça arrive. Deux hommes, l'un passe devant l'autre. Des mots sont échangés. Pas d'exutoire maintenant. Pas de Twitter. Pas de ventilation. Juste de la colère brute. Ça dégénère vite. Bousculade. Puis des coups de poing. Ils sont au sol. Du sang. Des gens regardent. Personne n'intervient. Vous sortez votre téléphone pour appeler le 911. Puis vous vous souvenez. Vous ne pouvez pas. Le combat continue. Finalement, il s'épuise. Pas de conséquences. Pas de rapport de police. Juste de la violence. Oubliée par tous. Sur le chemin du retour, vous pensez: combien de bagarres, combien de crimes. Le système de police est submergé. Vous passez devant un magasin pillé, vitres brisées. À l'intérieur, étagères vides. C'est arrivé il y a 3 nuits. Pas d'alarme, pas de caméra. À ce moment-là, tout avait disparu. Vous ne vous sentez plus en sécurité. À la maison, vous installez de nouvelles serrures sur les portes. Manuelles, des peines dormants. Les serrures intelligentes sont parties. Vous les avez arrachées hier et jetées. Vous vous sentez mieux avec du métal et des clés. Quelque chose que vous pouvez contrôler. Votre conjoint demande si vous surréagissez. Peut-être que la peur est pire que la réalité. Ou peut-être que la réalité ne s'est pas encore rattrapée. 18e jour, le savoir que vous avez perdu. Votre enfant vous pose une question au petit déjeuner. Papa, comment les abeilles font le miel? Normalement, vous diriez cherchons. Mais vous ne pouvez pas. Vous essayez d'expliquer. Vous faites un travail terrible. Vous pensez savoir, mais vous saviez juste comment trouver la réponse. Je ne sais pas, mais découvrons-le. Volume A, il y a une entrée, 3 pages, des diagrammes. Vous lisez ensemble, ça prend 30 minutes. À la fin, votre enfant dit: c'était cool. Plus tard, vous réparez un tuyau qui fuit. Un joint fissuré. Vous avez besoin d'un remplacement, mais vous ne savez pas quelle taille. Vous allez à la quincaillerie. Le même vieil employé est là. Vous lui montrez le joint. Il le regarde à peine. Joint de compression d'un demi-pouce. Allez neuf. En vous éloignant, vous pensez: ce type est une base de données vivante. Des décennies de connaissances dans son cerveau. Pas besoin de barre de recherche. Ce soir-là, vous prenez une décision. Vous allez apprendre. Vraiment apprendre. Pas juste regarder des vidéos. Vous allez pratiquer. Vous allez échouer. Vous allez construire la connaissance dans vos mains. Vous trouvez un livre à la bibliothèque, réparation électrique domestique pour débutants. Vous lisez un chapitre, puis vous pratiquez. Vous remplacez une prise. Vous vous trompez. Vous réessayez. Vous réussissez. C'est lent. C'est frustrant. Mais c'est réel.
22e jour, le changement. Vous arrêtez de tendre la main vers votre téléphone. Pas parce que vous êtes discipliné, mais parce que l'habitude est enfin morte. Ça a pris 22 jours, mais la démangeaison est partie. Vous passez devant sur le comptoir et vous ne le regardez même pas. C'est juste un objet, maintenant. Pas une bouée de sauvetage, pas un besoin, juste une chose. Votre conjoint le remarque. Tu sembles différent. Vous haussez les épaules. Je me sens différent. Vous êtes plus présent, plus conscient. Vous remarquez des choses, la façon dont la lumière du soleil frappe la cuisine, le son des oiseaux, le goût du café. Vous allez à la réunion communautaire. C'est plus grand cette fois. Peut-être 70 personnes, nouveaux visages. Les gens amènent leurs enfants. Il y a un repas partage. Tout le monde contribue. Linda se lève. Nous nous appelons les communs parce que c'est ce que nous sommes. Une ressource partagée, une communauté. Elle propose d'élargir les ateliers de compétences hebdomadaires, une bibliothèque d'outils, un échange de graines. Les gens se portent volontaires. Vous vous inscrivez pour enseigner les compétences en tableur hors ligne. D'autres s'inscrivent pour enseigner la cuisine, la couture, la cueillette, l'autodéfense. Après la réunion, vous parlez à Eugène. Tu m'as aidé à organiser mes fournitures la semaine dernière. Nous sommes quittes. C'est la nouvelle économie. Pas d'argent, pas de crédit, juste la réciprocité. Là, vous rentrez chez vous avec votre famille. Les rues sont plus sombres maintenant. La moitié des lampadaires sont éteints et la ville ne les a pas réparés. Mais vous n'avez pas peur. Pas ce soir. Vous avez votre lampe torche. Vous avez vos gens. Vous n'êtes plus seul. Vous remarquez la façon dont les étoiles sont visibles maintenant, sans la pollution lumineuse. Votre enfant marche à côté de vous, tenant votre main. Votre conjoint de l'autre côté. Une famille. Une communauté. Un but. Vous avez perdu Internet, mais vous avez trouvé quelque chose de plus réel. Quelque chose qui ne peut pas être supprimé. Quelque chose qui ne peut pas tomber en panne. Les uns les autres. 30e jour, le retour. Ça arrive à 6 heures du matin. Un bip, puis un autre, puis une cascade. Votre téléphone s'illumine comme un arbre de Noël. 50 notifications, 100, 200, messages, emails, mises à jour, alertes, tout en même temps. L'écran est épileptique. Votre conjoint se réveille. C'est quoi ça? Votre enfant court dans la chambre. C'est revenu. Internet est revenu. Vous vous asseyez lentement. Vous prenez votre téléphone. L'écran est un flou de couleurs et de bruit. Twitter explose. Instagram est inondé de selfies, on a survécu. Vos chats de groupe s'illuminent. Tout le monde parle en même temps, célèbre, se plaint. Le monde se précipite en ligne, comme de l'eau, à travers un barrage brisé. Vous scrollez pendant 30 secondes. Puis, vous vous arrêtez. Vous posez le téléphone. Votre conjoint vous fixe. Tu n'es pas content? Vous y réfléchissez. Si, mais je suis différent maintenant. Vous passez la matinée à supprimer des applications. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Reddit, jeux, applications d'actualité, services de streaming, tout ce qui ne sert pas un but pratique direct. Votre téléphone semble vide après. Il semble propre. Vous gardez les cartes, mais téléchargez les données hors ligne. Vous gardez la messagerie, mais désactivez toutes les notifications sauf les appels. Tout le reste disparaît. Votre téléphone n'est plus un fil d'actualité. C'est un outil. Et les outils devraient vous servir, pas l'inverse. Vous sortez. Le quartier a la même apparence, mais il semble différent. Les gens sont toujours dehors, toujours en train de parler. Le type 3 portes plus loin fait signe. Vous répondez. Vous connaissez son nom maintenant, Marcus. Il vous a appris à aiguiser les couteaux la semaine dernière. Vous marchez jusqu'au centre récréatif. La réunion du samedi a toujours lieu, même si Internet est revenu. Vous êtes curieux de voir combien de personnes viendront. Presque tout le monde. 70 personnes, peut-être plus. Linda commence la réunion. Internet est revenu, dit-elle. Mais nous ne nous arrêtons pas. Cette communauté ne concerne pas la panne. Elle nous concerne. Les gens applaudissent. Vous applaudissez. Les réunions continueront. Les ateliers continueront. La bibliothèque d'outils continuera. L'échange de graines continuera. Parce que vous avez tous réalisé quelque chose.
Vous n'avez pas besoin d'Internet pour être humain. Vous avez juste besoin les uns des autres. 31e jour. Le nouveau vous. Le monde revient à la normale, pour la plupart. Les gens retournent au travail. Les écoles rouvrent. La chaîne d'approvisionnement reprend vie. Les nouvelles sont pleines d'explications et d'enquêtes. Apparemment, c'était une défaillance du système DNS mondial. Un bug, un patch, une réaction en chaîne. Ça n'a pas d'importance. C'est arrivé. Et ça pourrait arriver à nouveau. Mais vous ne revenez pas en arrière. Pas complètement. Vous avez vu derrière le rideau. Vous savez à quel point tout est fragile. Vous gardez vos guides imprimés. Vous gardez votre pratique des compétences. Vous gardez vos connexions communautaires. Vous gardez vos systèmes analogiques. Vous avez construit de la redondance dans votre vie. Pas parce que vous êtes paranoïaque, parce que vous êtes préparé. Et il y a une différence. Vous utilisez toujours Internet, mais vous n'en dépendez pas. Vous avez toujours un smartphone, mais vous ne l'adorez pas. Vous interagissez toujours avec la technologie, mais vous n'externalisez pas votre cerveau. Vous avez appris la leçon la plus importante. Le cloud n'est que l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Votre enfant vous pose une question. Papa, que ferais-tu si ça arrivait à nouveau? Vous y réfléchissez, puis vous souriez. Je serais bien. Nous serions tous bien. Et vous le pensez vraiment. Votre mission. Voici ce que vous faites ensuite, aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Ouvrez votre application Carte. Téléchargez toute votre région pour une utilisation hors ligne. Ouvrez votre navigateur. Téléchargez des PDF. Premier secours, purification de l'eau, plantes comestibles, réparation automobile, réparation domestique. Imprimez-les, tous. Mettez-les dans un classeur. Écrivez 20 numéros de téléphone. Parents, amis, voisins, médecins, dentistes. Écrivez-les sur papier. Mémorisez-en 5. Supprimez 10 applications dont vous n'avez pas besoin. Désactivez 20 notifications. Achetez une carte papier. Apprenez à la lire. Pratiquez la navigation sans GPS. Allez à votre bibliothèque. Obtenez une carte. Empruntez un livre sur une compétence pratique. Lisez-le. Pratiquez-le. Rencontrez vos voisins. Apprenez leurs noms. Apprenez leurs compétences. Offrez les vôtres. Construisez des relations qui ne nécessitent pas de Wi-Fi. Ce soir, éteignez votre téléphone pendant 3 heures. Pas de triche, pas de vérification. Lisez, cuisinez, parlez, marchez. Asseyez-vous en silence. Voyez si vous paniquez. Voyez si vos mains tremblent. Voyez si vous tendez la main. Et quand vous le ferez, parce que vous le ferez, demandez-vous qui contrôle, vous ou la boîte lumineuse. Internet est revenu, mais vous n'êtes pas obligé de redevenir qui vous étiez avant. Vous pouvez être quelqu'un de meilleur, quelqu'un de capable, quelqu'un de résilient, quelqu'un d'humain. L'amnésie numérique ne concerne pas l'oubli de comment utiliser la technologie, c'est l'oubli de comment vivre sans elle. Et pendant 30 jours, vous vous en êtes souvenu. N'oubliez pas à nouveau, restez analogique, restez capable, restez connecté aux gens, pas aux serveurs.